Il existe au bord du désert des formes qui défiltrent le temps. Elles ne respirent pas, ne bougent pas, et pourtant elles semblent veiller. Leurs ombres découpent le sable comme si elles appartenaient à un autre monde. On raconte qu'elles furent élevées par des mains humaines dans l'aube d'une civilisation. Mais leur silence semble plus vaste que les récits qui les entourent. Nulle inscription ne dit clairement comment, ni pourquoi. Seulement la masse des pierres, leur géométrie obstinée et le vertige de ce qu'elles taisent. Peut-être ne sont-elles pas seulement des monuments, mais des énigmes, des portes dressées au milieu du désert, rappelant une histoire que nous avons peut-être perdue. Devant elles, chacun sent la même chose, la présence de quelque chose d'inconnu et l'écho d'une mémoire trop ancienne pour être confiée au livre. Le désert a toujours été un lieu où le regard se perd. L'horizon s'étend comme une mer immobile, et au milieu de cette immensité surgissent des formes géométriques, droites, inébranlables. Les pyramides. Elles semblent s'opposer là depuis toujours, comme si le sable lui-même avait décidé de s'ordonner en blocs parfaits. Le temps s'écoule, les dynasties passent, les royaumes se fragmentent, mais ces pierres restent. Elles ne plient pas sous le vent, elles n'obéissent pas à l'érosion comme d'autres monuments plus fragiles. Elles sont là dans une patience qui semble inhumaine. Depuis des siècles, les savants se succèdent, les théories s'accumulent et pourtant, une impression demeure. Quelque chose échappe. Les pierres, par leur simple présence, imposent une question que nul récit officiel n'apaise vraiment. Qui les a mises là? Et pourquoi? Les Égyptiens de l'Ancien Empire ont laissé des traces de leur vie, de leurs croyances, de leurs souverains, mais les pyramides elles-mêmes, malgré leur proximité avec ces témoignages, restent muettes. Aucun texte ne raconte leur construction dans ces détails, aucun papyrus n'explique la logistique d'une œuvre si titanesque. Ce silence intrigue. Lorsque l'on s'approche de ces blocs, la sensation change. Ce ne sont pas des pierres quelconques, mais des masses dont l'assemblage défie l'imagination. Chaque bloc pèse des tonnes, chaque ajustement semble précis au-delà de ce que l'on attendrait d'outils rudimentaires. Les récits traditionnels évoquent dans des rampes, des cordes, la force de milliers d'ouvriers. Mais alors, pourquoi n'existe-t-il aucun vestige de ces rampes gigantesques, aucune illustration claire dans les tombes, aucune preuve directe? Les chercheurs fouillent, découvrent des villages d'ouvriers, trouvent des outils simples, mais l'ensemble ne suffit pas à expliquer l'énigme. Le désert, lui, continue de garder son secret. Les pierres, dans leur immobilité, semblent apporter une mémoire plus ancienne. Certaines études suggèrent donc que l'érosion à la base des monuments pourrait dater d'une époque antérieure à l'Égypte pharaonique, quand le climat du Sahara était encore humide, parcouru de pluies et de fleuves. Si cela était vrai, alors les pyramides se tiendraient là depuis une époque plus reculée encore, témoin d'un monde effacé par le temps. Mais ces hypothèses dérangent, car elles brisent la ligne nette des chronologies établies. On préfère les ranger parmi les spéculations, tout en évitant de trop s'attarder sur l'étrange cohérence de ces indices. Leur orientation vers les points cardinaux, presque parfaite, ajoute une couche de mystère. Comment, avec des moyens supposés rudimentaires, déterminer avec tant de justesse l'axe de la Terre? Les étoiles semblent avoir guidé la main des bâtisseurs, mais lesquels et dans quel but? Était-ce un temple, une tombe, ou autre chose que nous ne savons plus nommer? Les réponses restent fragmentaires, comme si chaque avancée scientifique laissait toujours derrière elle un reste d'ombre. En contemplant ces pierres, il est difficile de ne pas sentir une intention qui dépasse le simple geste architectural. Comme si le monument avait été conçu pour traverser les âges, pour survivre à toutes les civilisations, afin que son silence parle plus fort que n'importe quelle parole. Les Égyptiens l'ont sans doute intégré dans leur culture, l'ont sacralisé, mais l'origine exacte de cet héritage demeure incertaine. Il existe dans le monde d'autres structures monumentales, tout aussi énigmatiques. Des temples taillés dans la roche, des cités abandonnées au sommet de montagnes, des pierres levées, alignées avec une précision astronomique. Partout pour le même motif. L'humanité rencontre des vestiges qui semblent trop vastes, trop anciens, trop mystérieux pour correspondre entièrement au peuple auquel on les attribue. Les pyramides d'Égypte se dressent comme l'exemple le plus impressionnant de ce motif universel. Leur énigme est celle de l'humanité entière. Pourquoi avons-nous bâti ou reçu de tels témoins? La question du pourquoi demeure plus vertigineuse que celle du comment. Si ce ne sont pas seulement des tombeaux, quel était leur véritable but? Était-ce un instrument lié aux étoiles, un calendrier éternel, une porte symbolique vers l'invisible?
Chaque hypothèse apporte une nouvelle strate de mystère, sans jamais abolir l'incertitude. Peut-être est-ce là le rôle véritable de ces pierres, obliger ceux qui les regardent à ressentir le vertige de ne pas savoir. Le vent du désert passe, soulève des grains qui frappent d'un an doucement les parois. Les blocs demeurent, ils ont vu s'écrouler des royaumes, se succéder des conquérants, se perdre des langues entières. Leur silence n'a jamais été brisé. Ils sont immobiles, mais c'est peut-être cette immobilité même qui nous déstabilise. Nous, êtres fragiles, mouvants, savons que tout disparaît. Pourtant, face à ces masses, une autre temporalité se dessine, presque éternelle. Les savants continueront de chercher, les rêveurs de s'interroger, les sceptiques de douter. Mais au cœur du désert, ces pierres continuent d'imposer une question sans réponse. Altal nous rappelle que notre savoir est toujours partiel, que l'histoire elle-même peut avoir des zones d'ombre que la lumière n'atteint jamais. Et dans cette obscurité demeure la fascination. Ainsi commence l'exploration d'un mystère qui ne cesse d'échapper. Car derrière l'énigme des pierres immobiles se cache peut-être une autre histoire, plus ancienne, plus vaste, plus insaisissable encore, et pour l'entrevoir, il faut tourner le regard vers le silence du temps et vers les traces d'un passé qui ne se laisse pas enfermer. C'est dans ce silence que s'ouvre la porte du prochain chapitre où l'on découvrira un autre vertige, l'idée que ces formes dressées pourraient être plus vieilles que la mémoire des hommes qui prétendent les avoir élevées. Quand on marche aux abords des pyramides, il y a un moment où le bruit de la ville moderne disparaît. Le tumulte du Caire, ses klaxons, ses foules, ses marchés animés, semblent s'effacer derrière le désert. Là, face aux pierres, c'est un autre silence qui s'impose. Un silence dense, presque palpable, qui semble contenir quelque chose de plus vaste que nous. Ce n'est pas seulement le calme d'un lieu éloigné. C'est le poids d'un temps qui nous dépasse. C'est comme si ces monuments avaient été posés là non pour les hommes de leur époque, mais pour survivre à tout ce qui viendrait ensuite. Ce silence intrigue parce qu'il ne s'agit pas simplement d'absence de bruit. Il ressemble à une mémoire figée, et c'est là que surgit la question. Et si ce que nous contemplons n'appartenait pas entièrement à l'histoire officielle? L'Égypte ancienne a laissé d'innombrables traces, tombes peintes, papyrus, statues, temples. Mais pour les pyramides, un décalage étrange persiste, comme si elles s'enracinaient dans une époque plus ancienne que celle qui les revendique. Certains géologues ont observé l'usure particulière des pierres au pied du sphinx et de certains blocs, une érosion qui ne correspond pas au vent du désert, mais plutôt aux pluies diluviennes d'un temps où le climat du Sahara était verdoyant. Si cela s'avérait le juste, cela signifierait que ces structures ont été érigées à une époque antérieure au règne des pharaons connus, à une époque dont nous ne possédons presque aucune trace. Une ère où le Nil coulait peut-être différemment, où le désert n'était pas encore désert, où la mémoire de l'humanité prenait des formes que nous ne savons plus déchiffrer. Ce décalage temporel nourrit une idée troublante. Les Égyptiens n'auraient pas bâti les pyramides, mais les auraient héritées. Ils les auraient intégrées dans leur culture, en auraient donc fait des symboles funéraires et religieux, sans en être les véritables constructeurs. Cela expliquerait pourquoi les textes parlent si peu de leur édification, pourquoi aucune fresque ne montre des foules entassant des blocs gigantesques. Ce silence historique serait peut-être celui d'un peuple qui a reçu, et non créé. Il existe dans d'autres parties du monde des échos semblables. À Göbekli Tepe, en Turquie, des temples monumentaux furent découverts datant de plus de 10 000 ans, bien avant l'agriculture et les premières villes connues. Ces cercles de pierre, dressés par des mains encore enveloppées de mystères, rappellent que l'humanité est peut-être plus ancienne ou plus complexe que ce que nous pensions. Si des peuples préhistoriques pouvaient déjà ériger de tels sanctuaires, pourquoi d'autres n'auraient-ils pas laissé au bord du Nil des monuments encore plus impressionnants ? Le silence des pyramides devient alors celui d'une mémoire effacée. L'histoire humaine telle que nous la racontons repose sur des fragments. Entre les fragments, il y a des vides, et ces vides sont immenses. Peut-être que dans ces vides se cachent des civilisations oubliées, des savoirs disparus, des récits que la Terre a avalés. Les pyramides, elles, restent, comme si elles étaient l'un des rares témoins de ce passé englouti. Les Égyptiens eux-mêmes se voyant comme héritiers d'un savoir ancien. Ils parlaient en spoke des Shemsu Or, les compagnons d'Horus, êtres mystérieux censés avoir régné avant les dynasties connues. Était-ce une simple légende, une manière poétique de dire que leur culture avait des racines profondes,
ou bien un souvenir déformé d'une époque plus lointaine. Dans de nombreux mythes à travers le monde, on retrouve la même idée, celle d'un âge d'or disparu, d'une civilisation originelle qui aurait transmis ses savoirs avant de disparaître. Ce silence plus ancien que l'histoire n'est pas seulement archéologique, il est aussi inscrit dans notre imagination collective. Les pyramides parlent au cœur autant qu'à l'esprit. Elles éveillent en nous une intuition. Nous ne savons pas tout, et peut-être ne saurons-nous jamais tout. Cette intuition n'est pas confortable. Elle nous confronte à nos limites, à l'idée que le passé n'est pas une ligne claire mais un océan où beaucoup de choses restent englouties. On peut marcher autour de ces pierres, toucher leur surface rugueuse, observer l'usure du temps. Chaque bloc semble dire la même chose. J'étais là avant toi et je serai là après toi. C'est peut-être cela le véritable langage des pyramides. Elles ne parlent pas par des mots, mais par leur endurance. Leur silence est une réponse à nos questions. Elles n'ont pas besoin d'expliquer, elles se contentent d'exister. Et c'est cette existence même qui trouble. Imaginons un instant un monde plus ancien que celui des pharaons, des peuples dont nous n'avons gardé aucune trace écrite, qui auraient observé le ciel, suivi les cycles du Nil et décidé de dresser des monuments en pierre comme une prière à l'éternité. Peut-être ne voulaient-ils pas bâtir pour eux-mêmes, mais pour l'avenir, pour les yeux qui viendraient longtemps après. Si tel est le cas, alors nous sommes les véritables destinataires de leur œuvre. Leur silence n'est pas un oubli, mais un message. Un message qui dit « Souviens-toi que tout n'a pas commencé avec toi. Il y a toujours eu quelque chose avant. » En observant ce silence, nous sommes forcés de nous interroger sur notre propre époque. Nous bâtissons en verre, en métal, en matériaux qui ne survivront sans doute pas au millénaire. Que restera-t-il de nous dans 10 000 ans? Peut-être rien, sinon quelques fragments rouillés. Mais les pyramides, elles, continueront à se dresser. Elles continueront à parler de ce que nous avons perdu, une mémoire plus ancienne que l'histoire elle-même. Ainsi, l'énigme ne se limite pas à leur construction. Elle réside dans cette fracture du temps, dans cet espace où l'archéologie hésite, où les mythes persistent et où le silence devient une vérité plus lourde que les certitudes. Les pyramides sont à la fois présentes et absentes, claires et opaques, proches et lointaines. Elles sont une invitation à entrer dans un passé qui ne nous appartient pas vraiment, un passé qui ne se laisse pas posséder. Et c'est dans ce silence, plus ancien que tous nos livres, que se prépare la prochaine interrogation. Si ces monuments appartiennent à une mémoire antérieure, quels étaient les bâtisseurs invisibles qui ont laissé cette empreinte? Depuis toujours, les pyramides ne se limitent pas à leur masse de pierre. Elles semblent dialoguer avec le ciel, s'inscrire dans un ordre invisible, comme si leur emplacement n'avait rien d'aléatoire. Les anciens voyageurs, les explorateurs modernes et les chercheurs indépendants ont tous remarqué cette étrange harmonie. On ne parle pas seulement d'architecture, mais d'un savoir géographique, presque cosmique, qui aurait guidé la main des bâtisseurs. Un savoir dont nous avons perdu la clé. Certains chercheurs ont observé que l'alignement des 3 pyramides principales de Gizeh rappelle, avec une précision troublante, la disposition des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Un écho céleste figé dans la pierre, une carte du ciel déposée sur le sable. Pourquoi cette correspondance? Était-ce un hasard ou bien une intention délibérée? Si intention il y a, cela suppose des observations astronomiques fines, bien plus avancées que ce que l'on attribue d'ordinaire aux peuples de l'Antiquité. Cette idée soulève une question plus vaste. Qui étaient ces premiers Keresin, ces premiers géographes capables de faire de la Terre un miroir du ciel? Les cartes les plus anciennes que nous connaissons ne remontent pas à si loin. Elles sont rudimentaires, griffonnées sur des tablettes d'argile ou des parchemins pour décrire des territoires proches. Pourtant, les pyramides racontent une autre histoire. Leur emplacement pourrait refléter une connaissance globale, presque planétaire. Certains auteurs ont remarqué que les pyramides se trouvent sur un axe qui, prolongé, relie d'autres sites sacrés à travers le monde. Des alignements reliant l'Égypte à des temples mayas, à des cercles mégalithiques, à des montagnes sacrées. Peut-être ne s'agit-il que de coïncidences, mais l'accumulation de ces hasards laisse une impression persistante, celle d'une cartographie oubliée, où la Terre entière était envisagée comme un grand livre à ciel ouvert. Il existe un autre témoignage troublant, la carte de Piri Reis, tracée au XVIe siècle par un amiral ottoman qui rassembla des sources plus anciennes. Cette carte représente avec une justesse étonnante les côtes de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, bien avant que l'exploration moderne n'en ait permis une connaissance précise.
Plus mystérieuse encore, certains y voient une représentation de l'Antarctique sans glace, telle qu'elle aurait pu apparaître il y a des milliers d'années lorsque le climat était différent. Comment un homme du XVIe siècle aurait-il pu disposer de telles informations, sinon par la copie de documents plus anciens, eux-mêmes hérités d'une tradition cartographique oubliée? Ces fragments alimentent une idée dérangeante. Il aurait existé, bien avant les civilisations que nous connaissons, une forme de savoir universel, une science des lieux et des cieux qui s'est perdue avec le temps. Si les pyramides sont les témoins matériels de ce savoir, alors elles ne sont pas seulement des monuments funéraires ou symboliques. Elles deviennent des balises, des points fixes dans une géographie sacrée. L'idée d'une cartographie perdue n'appartient pas seulement à la spéculation moderne. Déjà chez les Grecs anciens, certains auteurs évoquaient des continents disparus, des terres englouties, des peuples navigateurs qui auraient sillonné le monde avant même que l'histoire ne commence. Platon, dans son récit de l'Atlantide, parle d'une civilisation brillante détruite par les eaux. Beaucoup y voient une allégorie, mais que se passe-t-il si ce n'était pas qu'un mythe? Les pyramides, alors, se regardaient comme des vestiges d'un réseau plus vaste, le dernier souffle d'un savoir répandu autrefois sur toute la planète. Ce savoir ne devait pas être uniquement scientifique. Dans l'Antiquité, la géographie et la spiritualité ne faisaient pince qu'un. Les lieux n'étaient pas seulement des coordonnées sur une carte, mais des points de rencontre entre le ciel et la terre. Les pyramides, placées avec soin, orientées vers les étoiles, semblent incarner cette vision sacrée. Le désert n'était pas un hasard, mais un écrin choisi pour abriter un message à travers le temps. En ce sens, la cartographie perdue ne serait pas une simple science technique, mais une façon d'inscrire l'humain dans une architecture cosmique. En contemplant les pyramides aujourd'hui, il est possible de ressentir cette intention. Leur alignement parle au regard autant qu'à l'imagination. On ne voit pas seulement des pierres, mais des flèches silencieuses pointées vers un ailleurs. Peut-être n'étaient-elles pas destinées aux hommes de leur temps, mais à ceux qui viendraient plus tard, quand la mémoire des origines serait effacée. Elles seraient alors comme des fragments d'un puzzle immense, dont nous avons perdu la plupart des pièces. Le mystère des cartographies disparues ne se limite pas aux pyramides. Partout dans le monde, des structures énigmatiques semblent répondre à une logique commune. À Nazca, au Pérou, d'immenses lignes tracées dans le désert dessinent non des animaux et des figures visibles seulement du ciel. Qui en était le véritable destinataire? À Stonehenge, les pierres dressées suivent les cycles du soleil, inscrivant dans la terre le rythme des astres. Au Mexique, les temples mayas reproduisent des constellations entières. Ces correspondances témoignent d'un savoir partagé, ou du moins d'une intuition commune, celle que la terre et le ciel ne sont pas séparés, mais reliés par des signes. Ce lien, nous l'avons en grande partie oublié. Nos cartes modernes privilégient la précision technique, les coordonnées, les mesures, mais elles ne portent plus ce regard sacré. Peut-être est-ce pour cela que les pyramides continuent de nous troubler. Elles nous rappellent un temps où cartographier signifiait aussi relier l'homme à l'infini, inscrire sa présence dans l'ordre du cosmos. Leur silence ne dit pas seulement « regarde ce que nous avons construit », mais plutôt « observe comment tout est lié ». Si ce savoir a été perdu, c'est peut-être parce qu'il ne se transmettait pas seulement par des textes ou des calculs, mais par des symboles, des rituels, une compréhension globale du monde. Quand les civilisations se sont effondrées, ce langage a disparu avec elles. Il n'en reste que des fragments, trop étranges pour être intégrés facilement dans nos chronologies. Pourtant, les monuments sont toujours là, comme des points fixes sur une carte que nous ne savons plus lire. En ce sens, les pyramides ne sont pas des reliques mortes, mais des repères vivants. Elles continuent de poser la même question à chaque génération. Que vouliez-vous nous dire à travers cette géométrie, cet alignement, ce silence ? La réponse reste hors de portée, mais c'est peut-être précisément ce manque qui les rend si fascinantes. Elles ne livrent pas un savoir achevé, elles nous obligent à chercher, à douter, à imaginer. Et c'est en suivant ce fil que se dessine la suite. Car si des géographes invisibles ont su inscrire leurs cartes dans la pierre et le ciel, qui étaient-ils réellement? Quels peuples, oubliés ou effacés, ont pu détenir un tel savoir? Dans l'ombre des pyramides se dessine l'image de bâtisseurs invisibles, dont nous percevons à peine la silhouette à travers les siècles. Il existe un paradoxe au cœur des pyramides. Elles sont parmi les structures les plus visibles de la planète, et pourtant ceux qui les ont érigées semblent avoir disparu sans laisser de traces claires. Des pierres colossales, assemblées avec une précision vertigineuse,
mais aucun récit détaillé pour nous dire qui en fut l'auteur véritable. Cette absence est en elle-même une énigme. Dans toutes les civilisations, on aime inscrire son nom dans la pierre, glorifier ses rois, raconter ses exploits. Ici, c'est le silence qui règne. Et ce silence fait naître une idée troublante. Et si les bâtisseurs n'étaient point pas ceux que l'on croit? Les fouilles archéologiques ont mis au jour des villages d'ouvriers, des outils rudimentaires, des restes de vie quotidienne. Cela semble indiquer que des hommes, simples et nombreux, ont contribué à l'édification des pyramides. Mais ces fragments suffisent-ils à expliquer la totalité du mystère? Les villages révèlent l'existence de travailleurs, mais ils ne prouvent pas la méthode. Entre quelques marteaux de cuivre et des blocs de plusieurs dizaines de tonnes, le fossé demeure immense, comme si les preuves matérielles que nous possédons ne constituaient que l'ombre d'un savoir plus vaste perdu ou dissimulé. Les bâtisseurs invisibles, ce sont d'abord ces hommes anonymes dont l'histoire n'a rien conservé. Des milliers de mains, peut-être des générations entières, qui ont taillé, transporté, ajusté sans jamais signer leur œuvre. Ce silence est déjà une première invisibilité, celle des peuples effacés par la grandeur des rois. Mais derrière cette invisibilité humaine, certains entrevoient une autre, plus profonde, celle d'un savoir étranger à ce que nous attribuons à l'Ancien Empire, un savoir qui ne correspond pas aux outils que nous avons retrouvés. Les mythes eux-mêmes entretiennent ce doute. Les Égyptiens parlaient ensemble des dieux architectes, de Thoth qui enseigna les sciences, d'Horus et de ses compagnons. Ces récits, que l'on interprète souvent comme des symboles religieux, pourraient être aussi la mémoire déformée de véritables bâtisseurs, trop anciens pour être décrits autrement que sous forme divine. Dans de nombreuses cultures, on retrouve ce motif. Des êtres venus avant, porteurs de connaissances, que les peuples ont ensuite intégrés dans leurs traditions. Les Grecs parlaient de Prométhée, les Mayas de Kukulkan, les Dogons du Mali évoquent des maîtres venus des étoiles. Faut-il y voir des légendes poétiques ou l'écho d'une réalité historique devenue invisible? Ce qui intrigue, ce n'est pas seulement la construction, mais la vision d'ensemble. Pour bâtir les pyramides telles qu'elles sont, il ne suffisait pas de main-d'œuvre. Il fallait une conception globale, une compréhension de l'espace, une maîtrise du temps. Les bâtisseurs invisibles, ce sont peut-être ceux qui détenaient ce savoir et qui l'ont orchestré dans l'ombre, tandis que les ouvriers exécutaient des gestes dont ils ne comprenaient pas toujours la portée. Une poignée d'initiés, un gardien d'un savoir ancien, effacé volontairement de l'histoire. Dans d'autres parties du monde, on retrouve des traces des duos de bâtisseurs invisibles. Au Pérou, les murailles incas sont formées de blocs immenses, taillés et assemblés si parfaitement qu'une lame de couteau ne peut s'y glisser. Pourtant, les Incas eux-mêmes affirmaient que ces murs étaient déjà là, hérités de peuples plus anciens. Au Liban, à Baalbek, se dressent des blocs gigantesques, certains pesant des centaines de tonnes, dont l'origine échappe encore aux archéologues. Partout, le même motif se répète, des monuments colossaux attribués à des civilisations qui ne disposaient pas, en apparence, des moyens techniques de les réaliser. Comme si, derrière l'histoire visible, se cachait une histoire invisible écrite par des mains oubliées. Les bâtisseurs invisibles ne sont pas seulement un mystère historique, ils représentent aussi une fracture dans notre manière de penser le passé. Nous aimons croire que l'histoire est une ligne claire, où chaque époque progresse doucement vers plus de savoir. Mais que faire si, avant nous, il existait déjà des sommets de connaissances aujourd'hui effondrés? Que faire si les pyramides sont les ruines visibles d'un savoir invisible, d'une civilisation qui a disparu sans laisser d'autres traces? Ce doute nourrit une fascination universelle, car ces bâtisseurs, nous ne pouvons pas les nommer, mais nous les pressentons. Leur silence nous attire autant que leurs pierres. Ils ne sont pas là et pourtant leur présence se ressent dans chaque bloc, dans chaque alignement, dans chaque choix architectural, comme des fantômes inscrits dans la matière. Et si l'on acceptait l'hypothèse qu'ils ont voulu rester invisibles, peut-être que leur but n'était pas de se glorifier, mais de transmettre, de laisser une énigme indéchiffrable, afin que chaque génération se confronte à la limite de son savoir. Peut-être que l'anonymat des bâtisseurs est une partie du message. Ne pas donner de nom, ne pas laisser de récit, c'est obliger ceux qui viendront après à chercher sans cesse. Cette invisibilité prend une dimension presque spirituelle. Elle rappelle que l'histoire humaine n'est pas seulement faite de conquêtes et de rois, mais aussi de traces effacées, d'héritages dont nous ignorons encore la source. Les pyramides deviennent alors le témoignage d'une humanité élargie, plus vaste que celle que nous connaissons. Elles nous disent que nous ne sommes peut-être pas les premiers à interroger les étoiles, à inscrire nos rêves dans la pierre.
Lorsque le soleil se couche sur Gizeh, les pyramides projettent de longues ombres sur le sable. Ces ombres ressemblent à des silhouettes immenses, figées dans le temps. Ce sont peut-être les seuls portraits que nous ayons des bâtisseurs invisibles. Non pas leur visage, mais leur absence rendue visible, dessinée par la lumière. Une absence qui persiste et qui fait naître ce sentiment étrange, celui d'être entouré d'une mémoire qui ne nous appartient pas. Ainsi, les pyramides ne nous posent pas seulement la question du comment, mais aussi celle du qui. Et derrière le vide des réponses se dessine une certitude troublante. Les bâtisseurs, qu'ils aient été humains ou porteurs d'un savoir oublié, sont toujours là, dans le silence des pierres, dans l'invisibilité qui nous défie. Mais derrière cette énigme des constructeurs anonymes se cache une autre question, tout aussi vertigineuse. Pourquoi avoir choisi de dialoguer avec les étoiles ? Pourquoi avoir fait de la Terre le miroir du ciel ? C'est à travers ce lien mystérieux entre pierre et firmament que se poursuit le voyage vers le chapitre suivant. À la tombée de la nuit, les pyramides changent de visage. Leur masse lourde, écrasante sous le soleil du jour, devient soudain plus légère. Elles semblent se fondre dans l'obscurité, comme si elles faisaient en partie du ciel lui-même. Leurs arêtes découpent la voûte nocturne, et les étoiles s'allument lentement au-dessus d'elles, dessinant des correspondances silencieuses. Ce n'est plus seulement un monument terrestre, c'est un point de rencontre entre deux mondes, celui du sable et celui des astres. Depuis longtemps, des chercheurs et des rêveurs ont remarqué l'étrange harmonie entre la disposition des pyramides et les constellations. À Gizeh, les 3 grandes pyramides semblent reproduire sur la Terre la ceinture d'Orion. 2 alignées pendent presque parfaitement, la troisième légèrement décalée, comme dans le ciel. Était-ce un hasard ou bien une intention délibérée ? Si intention il y a, elle révèle une volonté de refléter le cosmos, de faire du désert une carte vivante des étoiles. Les anciens Égyptiens voyaient dans Orion la demeure d'Osiris, dieu de la résurrection et de l'éternité. Relier la Terre à Orion, c'était donc relier les pharaons au cycle cosmique, assurer leur survie dans un temps infini. Les pyramides ne seraient pas de simples tombeaux, mais des passerelles, des machines symboliques destinées à projeter l'âme vers les cieux. Les étoiles devenaient ainsi une destination, un port d'attache pour les rois morts, et les pyramides le véhicule de cette traversée. Mais ce lien ne s'arrête pas à la ceinture d'Orion. Certaines études montrent que l'ensemble du plateau de Gizeh pourrait avoir été conçu comme une carte du ciel entier à une époque reculée. Les orientations des pyramides suivent les points cardinaux avec une précision étonnante, comme si les bâtisseurs connaissaient déjà la rotation de la Terre. D'autres monuments, comme le Sphinx, semblent regarder vers l'horizon, en direction des constellations qui annonçaient un cycle particulier du temps. Ce n'est pas seulement de l'astronomie, c'est une architecture cosmique. Cette idée se renforce lorsqu'on compare les pyramides égyptiennes à d'autres monuments du monde. À Teotihuacan, au Mexique, les temples principaux s'alignent eux aussi avec Orion. Les Mayas construisaient même des observatoires de Traandro pour suivre les cycles de Vénus. À Stonehenge, les pierres dressées indiquent le solstice. Ces correspondances, si l'on les met en réseau, donnent l'impression d'une humanité antique connectée aux étoiles d'une manière que nous avons perdue. Comme si partout, des peuples avaient voulu faire descendre le ciel sur la terre, inscrire dans la pierre les mouvements du firmament. Il y a dans ce geste une intuition profonde, celle que l'homme n'est pas séparé du cosmos. Aujourd'hui, nous voyons le ciel comme un spectacle lointain, des étoiles mortes à des années-lumière. Mais pour les anciens, il n'y avait pas de distance. Le ciel était une présence, une force vivante qui influençait la terre. Construire selon les étoiles, c'était se mettre en accord avec l'ordre universel. C'était aussi une manière de se souvenir que nous venons d'en haut autant que d'en bas, que nos vies suivent des cycles aussi immuables que ceux des astres. Les pyramides, dans ce contexte, deviennent plus que des monuments. Elles sont des horloges, des miroirs, des portes. Elles inscrivent dans la pierre le langage du ciel. Et ce langage n'est pas seulement scientifique, il est sacré. L'alignement avec Orion ne dit pas seulement « nous savons observer les étoiles », il dit aussi « nous faisons partie de ce récit ». Les bâtisseurs n'ont pas séparé la science de la spiritualité, mais ont fondu les deux dans une même architecture. Cette vision peut sembler lointaine, mais elle soulève une question dérangeante. D'où venait ce savoir ? Comment, à une époque où nous n'imaginons que des outils simples, pouvait-on observer le ciel avec une telle précision ? Comment déterminer l'axe de la Terre sans instruments modernes ? Comment suivre les cycles stellaires sur des millénaires ?
Était-ce l'œuvre d'observation accumulée pendant des siècles, transmise de génération en génération, ou bien le vestige d'un savoir plus ancien encore, hérité d'une civilisation disparue? Dans le silence du désert, la question demeure ouverte. Les pyramides sont là, immobiles, et les étoiles continuent de tourner au-dessus d'elles. Elles ont vu les constellations changer, les étoiles glisser lentement à cause de la précession des équinoxes, ce mouvement infime qui décale le ciel sur des millénaires. Pourtant, malgré ces changements, leurs alignements gardent un sens, comme si elles avaient été conçues pour traverser les âges, pour témoigner non pas d'un instant précis, mais d'une relation éternelle entre ciel et terre. Ce lien cosmique transforme notre regard. Les pyramides ne sont plus des masses muettes, mais des messages. Elles disent que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, non pas parce qu'il y aurait d'autres êtres, mais parce que nous faisons partie d'un tout. Le sable, la pierre, les étoiles, l'eau du Nil, tout est relié. Le pharaon, en s'unissant au ciel, rappelait à chacun que l'homme n'est qu'une parcelle de ce grand ordre. Il est possible de se tenir au pied des pyramides une nuit claire et de ressentir ce vertige. Le vent soulève doucement le sable, les étoiles scintillent au-dessus, et l'on sent que les pierres prolongent ce scintillement. Ce n'est pas seulement une impression esthétique, c'est une expérience de continuité, comme si la terre elle-même avait tendu la main vers le ciel et que le ciel avait répondu. Peut-être est-ce là la véritable fonction des pyramides, faire sentir que nous faisons partie d'un univers immense et que nos vies, aussi fragiles soient-elles, s'inscrivent donc dans un rythme plus grand. Dans ce sens, les étoiles ne sont pas seulement posées au-dessus des pyramides, elles se reflètent en elles, elles habitent leur géométrie, elles se tiennent dans leur silence. Ce silence, une fois encore, ne livre pas de réponse claire, mais il invite à lever les yeux, à se rappeler que la Terre n'est pas un lieu isolé, mais une parcelle du cosmos. Et dans ce rappel, les pyramides continuent d'accomplir leur mission. Elles relient, elles font descendre les étoiles sur la Terre, et elles nous rappellent que ce lien, bien que oublié, n'est-elle jamais tout à fait perdu. Ainsi s'achève ce passage, et déjà une autre question se dessine. Si le ciel a guidé la main des bâtisseurs, qu'en est-il du Nil? Car ce fleuve, source de vie et de mystère, a lui aussi joué un rôle dans la mémoire des pierres. C'est vers lui que nous allons à présent tourner notre regard. Le Nil a toujours été le cœur battant de l'Égypte. Sans lui, la vallée n'aurait été qu'un désert aride, balayé par des vents brûlants et stériles. Avec lui, elle est devenue un ruban de vie, fertile, capable de nourrir des peuples, d'élever des cités et d'abriter des rêves. Pourtant, le Nil que nous connaissons aujourd'hui n'est peut-être pas celui que les bâtisseurs des pyramides ont connu. Les rivières changent, se déplacent, se réinventent au fil des millénaires. Et derrière les pierres immobiles de Gizeh, il y a aussi la mémoire mouvante de ce fleuve ancien. Des chercheurs ont suggéré que, dans un passé lointain, le cours du Nil passait bien plus près du plateau de Gizeh qu'il ne le fait aujourd'hui. Si cela était vrai, cela expliquerait en partie le choix de cet emplacement. Les pyramides auraient alors dominé non seulement le désert, mais aussi les eaux, se reflétant peut-être dans un bras du fleuve disparu. Imaginons un instant la scène, les bateaux glissant sur l'eau, approchant ces masses de pierres qui s'élevaient comme des montagnes artificielles. Les pyramides n'étaient un point pas isolées dans le sable comme nous les voyons aujourd'hui, mais baignées par l'âme et par la vie, reliées directement au pouls liquide de l'Égypte. Le Nil, dans sa lenteur, dans son inlassable flux, n'est pas qu'un fleuve, il est un calendrier. Chaque année, ces crues apportaient l'un les limons fertiles qui nourrissaient l'enfant les terres. Le temps se mesurait par ses cycles, par ses montées et ses retraits. Les Égyptiens l'appelaient don des dieux, miroir du ciel, reflet terrestre de l'ordre cosmique. Et si les pyramides avaient été conçues aussi pour dialoguer avec ce fleuve? Leur emplacement pourrait alors être lu comme un double langage. D'un côté les étoiles, de l'autre l'eau. Entre le ciel et le Nil, elles se plaçaient comme médiatrices, gardiennes d'un équilibre universel. Il existe des indices qui laissent entrevoir cette idée. Des canaux anciens, aujourd'hui comblés, semblent indiquer que les blocs de pierre auraient pu être transportés par voie d'eau jusqu'au pied du plateau. Mais au-delà de la technique, c'est la symbolique qui intrigue. Car l'eau, pour les Égyptiens, n'était pas seulement une ressource, elle était une frontière. Le Nil séparait la terre cultivée du désert, la vie de la mort, l'ordre du chaos. Placer les pyramides au bord de cette ligne mouvante, c'était inscrire dans la pierre cette dualité éternelle. Et si le Nil que nous voyons aujourd'hui n'est qu'un fantôme de lui-même, que dire du climat d'autrefois?
Certains géologues pensent qu'il fut un temps où la vallée connaissait davantage de pluie, où des affluents aujourd'hui disparus sillonnaient le désert. Dans cette Égypte humide, les pyramides auraient été témoins d'un paysage radicalement différent. Le sable actuel ne serait que le linceul posé sur une mémoire aquatique. Les bâtisseurs, en dressant ces structures, auraient à main de fixer non seulement leur vision du ciel, mais aussi la mémoire d'une terre qui n'existe plus. Il est troublant de penser que nous contemplons aujourd'hui ces monuments dans un décor qui n'était pas celui pour lequel ils furent pas pensés. Nous les voyons isolés, solitaires, mais peut-être étaient-ils autrefois entourés de jardins, de canaux, d'eau brillante reflétant leurs arêtes. Si cela était vrai, alors nous ne regardons qu'une moitié de leur message. L'autre moitié, celle qui dialoguait avec l'eau, s'est effacée, emportée par le temps. Le Nil est aussi un fleuve de mythes. Il naît, disait-on, dans des sources sacrées, il coule comme une artère reliant les royaumes des hommes aux demeures des dieux. Sa crue était une bénédiction, mais aussi une épreuve. Trop forte, elle détruisait les récoltes. Trop faible, elle condamnait à la famine. Dans ce cycle fragile, les pyramides pouvaient apparaître comme des repères fixes, des colonnes immuables face à l'incertitude des eaux. Leur permanence était une réponse au flux changeant du fleuve, mais le Nil, dans sa profondeur, évoque aussi une mémoire plus ancienne encore. Les géologues ont découvert des traces de fleuves fossiles sous le Sahara, témoignant d'une époque où la région entière était traversée de rivières et de lacs. Cette Afrique humide, aujourd'hui disparue, a nourri des peuples dont il ne reste presque rien. Et si les bâtisseurs invisibles évoqués plus tôt avaient vécu dans ce monde verdoyant, les pyramides seraient alors les dernières survivantes d'une époque où le Nil et ses affluents formèrent une toile de vie foisonnante. Quand le climat s'assécha, cette mémoire se dissipa, mais les pierres restèrent, silencieuses, comme pour rappeler ce passé effacé. Le Nil, en ce sens, est un fleuve de souvenirs. Il porte en lui les traces des âges, des civilisations, des paysages perdus. Chaque goutte d'eau qui coule aujourd'hui est le reflet d'un temps où le fleuve était autre. Et c'est cette continuité qui relie les pyramides à l'eau. Elles sont immobiles, lui est mouvant, mais ensemble ils racontent une histoire qui dépasse nos repères. Peut-être que les bâtisseurs savaient eux déjà que tout change, que les fleuves se déplacent, que les climats se transforment. En érigeant les pyramides au bord du Nil ancien, ils ont fixé une mémoire contre l'oubli. Et cette mémoire nous atteint encore, même si nous n'en saisissons que des fragments. Le Nil d'autrefois n'était donc pas seulement un décor, il était une partie intégrante du mystère. Sans lui, la question de la construction des pyramides perd une dimension essentielle, car au-delà des techniques de transport, l'eau symbolisait le passage. Passage de la vie à la mort, passage du temps, passage de la mémoire. Les pyramides, immobiles, devenaient les gardiennes de ces traversées. Aujourd'hui, quand on contemple le fleuve moderne, on a du mal à imaginer qu'il ait pu couler ailleurs, plus près, différemment. Pourtant, les traces géologiques et les indices archéologiques suggèrent que ce fut le cas. Cette idée élargit le mystère. Ce que nous voyons n'est qu'une image figée, amputée de son contexte originel. Les pyramides, elles, continuent de porter en silence la mémoire d'un Nil qui n'était pas le même. Et c'est en suivant ce fil que l'on entrevoit un autre aspect de l'énigme. Car si l'eau et les étoiles ont guidé l'emplacement de ces monuments, qu'en est-il des outils qui ont permis leur édification ? Quels instruments, quels savoirs ont transformé des blocs immenses en une harmonie de pierre ? Derrière la mémoire du fleuve se profile la question des objets disparus, des instruments que nul n'a retrouvés. Au pied des pyramides, les archéologues ont trouvé des marteaux de cuivre, des ciseaux émoussés, des cordes, des fragments de bois. Ces objets sont modestes, presque banals, et pourtant ce sont eux que l'on associe au chantier le plus colossal de l'Antiquité. L'image paraît déroutante. Comment des outils si rudimentaires auraient-ils pu suffire pour tailler, soulever et ajuster des millions de blocs de pierre, certains pesant plusieurs dizaines de tonnes ? La logique voudrait que le désert ait gardé les traces de techniques adaptées à une telle tâche, mais le silence persiste. Les outils que nous avons ne semblent pas correspondre à la grandeur de l'œuvre, comme si les véritables instruments de la construction avaient disparu, engloutis dans le sable ou effacés de la mémoire. Il est bien sûr possible que les outils aient été simples et que ce soit la patience et la force collective qui aient fait le reste. Des milliers d'hommes, organisés en équipe, travaillant pendant des décennies, pourraient expliquer une partie du mystère. Mais même dans cette hypothèse, des questions demeurent. Pourquoi aucune rampe monumentale n'a été retrouvée alors que leur construction aurait nécessité autant de ressources que les pyramides elles-mêmes ?
Pourquoi les fresques, si promptes à décrire la vie quotidienne, les fêtes, les croyances, ne montrent-elles jamais ces chantiers titanesques dans le détail? Ce vide narratif entretient le soupçon d'un savoir caché. Certains chercheurs indépendants avancent l'idée que les Égyptiens disposaient d'outils que nous n'avons pas encore découverts, des instruments perdus au fil du temps. Pas nécessairement des machines extraordinaires, mais des techniques ingénieuses, oubliées parce que non transmises. L'histoire regorge d'exemples de savoirs disparus. Le béton romain, capable de durer des millénaires dans l'eau de mer, l'acier de Damas, dont la recette exacte s'est effacée, les secrets de navigation polynésienne reposant sur l'observation des vagues et des étoiles. Pourquoi l'Égypte aurait-elle été différente? Peut-être maîtrisait-elle des procédés dont nous n'avons plus aucune trace. D'autres vont plus loin et suggèrent que les bâtisseurs utilisaient en soi des techniques de taille et de transport qui échappent à notre compréhension. Les blocs de granit d'Assouan, par exemple, montrent parfois des traces d'usinage qui semblent trop nettes pour des outils de cuivre. Des hypothèses surgissent. Et si des procédés chimiques avaient permis d'assouplir la pierre, et si des systèmes ingénieux de poulies, de leviers ou de contrepoids avaient été inventés bien avant ce que nous croyons? Ces spéculations ne sont pas des preuves, mais elles traduisent un malaise. Les outils retrouvés ne suffisent pas. Ce manque intrigue encore plus lorsqu'on compare avec d'autres sites à travers le monde. À Pumapunku, en Bolivie, des blocs de pierre sont taillés avec une précision millimétrique, formant des angles parfaits que nos machines modernes peineraient à reproduire. Et là encore, aucun outil correspondant n'a été retrouvé. À Baalbek, au Liban, des blocs colossaux de plusieurs centaines de tonnes semblent avoir été déplacés sans qu'aucune trace d'instrument adapté n'existe. Ce motif se répète, des monuments gigantesques et des outils absents ou insuffisants, comme si une partie de l'histoire matérielle de l'humanité avait été effacée. Mais peut-être faut-il chercher autrement. Peut-être que ces outils invisibles ne sont pas des objets, mais des savoir-faire. Une connaissance du poids, de l'équilibre de la matière, transmise oralement, expérimentée par des générations, puis perdue. Dans nos sociétés modernes, nous avons besoin de machines pour tout, mais les anciens savaient parfois accomplir des prouesses avec de simples moyens, en observant la nature et en comprenant ses lois. Les outils invisibles seraient alors des gestes, des techniques corporelles, des traditions orales qui n'ont pas laissé de traces parce qu'elles n'avaient pas besoin d'être inscrites. Ce qui reste troublant, cependant, c'est l'absence de récit. Même si les techniques étaient simples, pourquoi n'en a-t-on gardé aucune description détaillée? Était-ce parce que ces savoirs étaient réservés à une élite, transmis comme des secrets sacrés? Était-ce parce que l'importance n'était pas dans la méthode, mais dans la finalité spirituelle? Les ouvriers auraient exécuté sans se soucier de transmettre, parce que ce n'était pas le geste qui comptait, mais l'acte d'élever le monument pour l'éternité. Il est possible aussi que les pyramides ne soient pas le produit d'un seul moment, mais de plusieurs époques superposées. Des outils différents, des méthodes variées auraient pu s'ajouter les unes aux autres au fil des siècles. Certaines parties auraient été façonnées par des techniques oubliées, d'autres par des méthodes plus rudimentaires. Ce mélange expliquerait les contradictions que nous observons. Des ajustements d'une précision surprenante côtoient dans des parties coda plus grossières. Dans ce scénario, les outils invisibles seraient et disséminés dans le temps, perdus au gré des transitions historiques. Les pyramides, dans leur silence, semblent nous dire qu'il nous manque quelque chose. Elles posent de la question de l'absence, de ce qui n'a pas été retrouvé. Ce manque nourrit la fascination. Car ce ne sont pas seulement des blocs de pierre, mais les fantômes des instruments qui les ont façonnés. Ce vide agit comme une invitation à l'imagination. Si nous ne voyons pas les outils, peut-être est-ce parce que nous ne savons pas encore les reconnaître. La question des outils invisibles dépasse la technique. Elle touche à la mémoire elle-même. Elle nous rappelle que l'histoire n'est jamais complète, que chaque époque efface une partie de la précédente, volontairement ou non. Les pyramides sont comme des livres mutilés. Nous voyons les chapitres monumentaux, mais les pages où étaient inscrits les moyens ont disparu. Nous lisons un récit incomplet, et c'est ce qui nous trouble. Au crépuscule, quand la lumière glisse sur les arêtes des pyramides, il est possible d'imaginer ces mains anonymes, ces gestes oubliés, ces instruments perdus. Ils ne sont plus là, mais leur absence fait partie du monument autant que les pierres elles-mêmes. Ce qui n'a pas été retrouvé est aussi puissant que ce qui est visible. Et peut-être est-ce là le vrai message des pyramides. Nous rappeler que le savoir humain est fragile, qu'il peut s'éteindre, se perdre, disparaître dans le sable.
mais aussi qu'il peut laisser des traces, même muettes, tant sont capables de défier le temps. Dans ce silence des outils perdus, une autre énigme se dessine. Car si les instruments matériels ont disparu, que dire des textes? Les hiéroglyphes, si bavards sur la vie quotidienne et la mort des rois, semblent étrangement muets sur la construction des pyramides. C'est vers ce mystère des mots absents que se tourne désormais le regard. Les murs des temples et des tombes égyptiennes sont saturés d'images, des processions de dieux, des scènes de récolte, des banquets funéraires, des récits crous de bataille, des prières adressées au soleil. Chaque mur est une bibliothèque de signes, un langage à la fois pictural et sacré. Pourtant, au milieu de cette profusion de symboles, un silence s'impose. Les hiéroglyphes ne parlent pas de la construction des pyramides. Ce paradoxe intrigue depuis des siècles. Pourquoi un peuple qui a documenté avec tant de soin sa vie quotidienne n'a-t-il pas laissé de récits détaillés sur l'édification de ses monuments les plus colossaux? On trouve bien des inscriptions évoquant les pharaons, leurs titres, leurs ambitions, leurs offrandes aux dieux. Mais pas une seule fresque ne décrit la logistique précise d'un chantier de Gizeh. Pas d'ouvriers tirant des blocs gigantesques, pas de rampes monumentales, pas de plans architecturaux. Comme si l'événement n'avait jamais eu lieu, ou comme si son souvenir avait été volontairement effacé. Ce silence est encore plus étrange lorsqu'on le compare à d'autres monuments égyptiens. Les temples de Karnak ou de Luxor, bien plus récents, sont abondamment documentés. Les pharaons y ont gravé leurs victoires, leurs alliances, jusqu'au récit de leurs campagnes militaires. Mais pour les pyramides, rien. Certains historiens expliquent dans cette absence par la nature même des pyramides. Elles seraient seraient des tombeaux, non des monuments destinés à glorifier une victoire. Leur fonction symbolique aurait rendu inutile une description technique. Pourtant, cette explication laisse un goût d'inachevé. Car si la construction d'un simple temple méritait d'être racontée, pourquoi passer sous silence un projet qui mobilisa des décennies d'efforts et des milliers d'hommes? Ce silence paraît disproportionné. D'autres chercheurs avancent une hypothèse différente. Peut-être les pyramides n'appartenaient-elles pas à l'époque où les hiéroglyphes étaient déjà un système scriptural abouti. Dans ce cas, elles auraient en précédé l'écriture elle-même. Ce scénario expliquerait pourquoi elles n'apparaissent pas en tous pas dans les récits brossants gravés. Elles étaient déjà anciennes lorsque les Égyptiens ont commencé à consigner leur histoire. Le langage des hiéroglyphes serait alors né dans un monde où les pyramides existaient déjà, imposant leur présence muette comme des montagnes naturelles. Ce silence des textes nourrit aussi les spéculations sur un savoir gardé secret. Peut-être la construction des pyramides faisait-elle partie de connaissances réservées à une élite de prêtres ou d'initiés, jamais destinées à être diffusées. Dans l'Égypte ancienne, l'écriture était sacrée, réservée à une minorité. Tout ne pouvait pas être inscrit, surtout si le savoir concernait des pratiques jugées mystérieuses ou dangereuses. Les hiéroglyphes eux-mêmes étaient des plus qu'un alphabet. Ils étaient des formules magiques, des images chargées de pouvoir. Il se peut donc que l'absence de récit soit volontaire, mais dans une manière de protéger un secret. Pourtant, ce silence est paradoxalement bavard, car en ne disant rien, il attire l'attention. Les hiéroglyphes nous parlent de tout, sauf de cela, et ce manque devient une présence obsédante. Nous cherchons des indices là où il n'y en a pas, nous déchiffrons le vide comme un message. C'est peut-être ce que les bâtisseurs voulaient, que le silence soit en lui-même une énigme, plus forte que n'importe quelle explication. Dans d'autres cultures, on retrouve le même motif. Les monuments les plus impressionnants sont rarement décrits en détail. Les statues colossales de l'île de Pâques ne sont accompagnées d'aucun récit clair sur leur origine. Les temples mayas, pourtant gravés de milliers de glyphes, ne donnent pas de mode d'emploi pour leur construction. Comme si, partout, les bâtisseurs avaient jugé inutile de laisser des instructions. Le monument se suffisait à lui-même, et le silence faisait partie de sa puissance. Les hiéroglyphes, eux, parlent d'autre chose, du ciel, de la vie après la mort, des dieux qui traversent le monde. Peut-être faut-il comprendre que la construction matérielle n'était pas le sujet. L'essentiel n'était pas comment les pyramides furent élevées, mais pourquoi elles existaient vraiment. Le silence sur le comment nous oblige à nous tourner vers le pourquoi, et ce basculement change notre regard. Nous cessons de chercher des techniques et nous commençons à interroger le sens. Il est troublant de penser que ce silence pourrait être volontairement laissé comme une invitation, comme si les bâtisseurs disaient « Vous pouvez admirer nos pierres, mais vous ne saurez jamais comment elles furent reposées, car ce n'est pas le savoir-faire qui compte, mais le mystère que cela engendre. »
Dans cette perspective, les pyramides deviennent des énigmes vivantes, des catalyseurs d'interrogation. Leur silence est un outil de fascination. Et pourtant, ce vide reste inconfortable. Nous voulons comprendre. Nous voulons des récits, des plans, des preuves. Le fait de ne rien trouver dans les hiéroglyphes nous confronte à notre impuissance. Nous lisons un langage ancien, nous déchiffrons des milliers de signes, et au bout du compte, nous restons devant les pyramides comme devant une porte fermée. Le langage nous accompagne jusqu'à ses limites, puis s'efface. Peut-être est-ce cela, le cœur du mystère. Les pyramides nous rappellent qu'il existe des choses n'en manquant pas en mots, qui échappent au langage. Des monuments qui ne peuvent pas être expliqués par des mots, mais seulement ressentis dans leur présence. Les hiéroglyphes se taisent parce que les pierres parlent autrement, par leur masse, leur orientation, leur endurance. Ce n'est pas un récit que nous devons lire, mais une expérience à vivre. Au coucher du soleil, quand les ombres s'allongent sur le plateau de Gizeh, on peut voir les hiéroglyphes des temples voisins s'illuminer d'une lumière dorée, tandis que les pyramides restent muettes, sombres, implacables. L'écriture et le silence coexistent, comme deux visages d'une même vérité. Le langage raconte, mais les pierres rappellent qu'il existe toujours un reste, un secret qui se dérobe. Ce contraste prépare la suite du voyage. Car si les hiéroglyphes se taisent, le désert, lui, parle autrement. Le sable garde en lui des traces, des vestiges enfouis, des mémoires effacées. Ce sont ces murmures du désert, ces secrets gardés par le sable, que nous allons maintenant écouter. Le désert n'est pas seulement un décor, il est une mémoire. Chaque grain de sable est un fragment de roche brisé par le temps, une poussière d'anciennes montagnes réduites au silence. En recouvrant les monuments, il ne les détruit pas. Il les préserve comme un voile posé sur des secrets que l'humanité n'était peut-être pas encore prête à lire. Autour des pyramides d'Anxo, ce sable n'est pas une simple mer stérile, mais un gardien patient, veillant sur des traces d'un autre âge. Depuis des siècles, les dunes ont avancé et reculé, ensevelissant des temples, dissimulant des tombes, effaçant des chemins. Et ce qui est visible aujourd'hui n'est qu'une partie du tout. Sous la surface dorment encore des murs, des chambres, des passages. Les archéologues le savent, chaque fouille révèle que le désert a longtemps servi de coffre-fort à l'histoire. Sans lui, le vent et les pluies auraient en effacé bien davantage. Grâce à lui, des fragments de papyrus, des statues fragiles, des corps momifiés ont traversé les millénaires. Mais le sable ne donne pas tout. Il garde, choisit, retarde. Il impose son rythme, comme s'il décidait lui-même du moment où une vérité peut sortir de l'oubli. Autour de Gizeh, il est probable que beaucoup restent encore enfouis. Des traces de villages, des outils, peut-être même des monuments plus anciens gisent encore sous les couches de poussière. Chaque fois qu'un pan de sable est déplacé, une nouvelle énigme surgit. Ce gardien discret ne cache pas seulement des objets, il entretient un mystère, car ce qui est enseveli reste en suspens, entre présence et absence. Nous savons que quelque chose est là, mais nous ne savons pas quoi. Le sable agit aussi comme un filtre. Il altère, il ronge, il recouvre partiellement. Ce qu'il laisse paraître n'est jamais complet. Les statues émergent sans visage, les inscriptions sont rongées, les murs s'interrompent. Ce qui nous parvient est toujours fragmentaire, comme un texte mutilé dont les pages manquent. Ainsi, il façonne le récit autant qu'il le protège. Le gardien n'est pas neutre. Il choisit de donner l'énigme, pas la certitude. Au-delà de son rôle matériel, le sable est aussi un symbole. Dans la pensée ancienne, il représentait le temps, l'éphémère, l'écoulement des heures, dans le sablier invisible de l'univers. Marcher sur les dunes, c'est marcher sur des millénaires comprimés. Les pyramides, immobiles, sont comme des îlots au milieu de cet océan mouvant. Elles défient de l'usure tandis que tout autour d'elles s'effondre et se renouvelle. Cette confrontation entre la pierre immuable et le sable changeant est une métaphore puissante, l'éternité contre l'oubli, le monument contre la poussière. Mais cette opposition n'est qu'apparente, car en réalité, le sable collabore. Il efface pour mieux protéger, il détruit pour mieux conserver. Il existe des récits anciens qui évoquent des cités entières englouties par les dunes, des caravanes disparues, des temples avalés. Dans l'imaginaire arabe, le désert est un lieu où se perdent les civilisations et où le sable garde leurs secrets. Les voyageurs racontaient avoir vu, au détour d'une tempête, surgir des colonnes, des murailles, des silhouettes de pierre qui disparaissaient aussitôt recouvertes. Ces visions rappellent que le désert n'est pas vide mais plein de fantômes.
Le plateau de Gizeh lui-même porte la marque de ce rôle. On dit que le sphinx fut découvert à plusieurs reprises au fil de l'histoire, tantôt entièrement visible, tantôt presque submergé par les dunes. Ce jeu d'apparition et de disparition fait partie du mystère, comme si les monuments voulaient rappeler qu'ils appartiennent autant au sable qu'aux hommes. Ils émergent pour être contemplés, puis retournent dans l'ombre à moitié effacés. Leur vérité n'est jamais donnée en entier. Dans une perspective plus large, le sable nous confronte à une question vertigineuse. Combien de choses ignorons-nous encore, simplement parce qu'elles dorment sous cette mer minérale? Le Sahara, qui s'étend à perte de vue, recouvre sans doute les restes de civilisations dont nous n'avons jamais entendu parler. Les pyramides elles-mêmes pourraient n'être qu'un fragment d'un ensemble plus vaste, dont une grande partie est encore enfouie. Le gardien garde son secret et nous ne pouvons que deviner. Ce rôle de gardien est d'autant plus troublant que le sable est en perpétuel mouvement. Ce qui est caché aujourd'hui peut surgir demain. Un vent violent, une tempête, une fouille imprévue suffisent à faire apparaître un fragment du passé. C'est une mémoire vivante, mouvante, qui ne cesse de se recomposer. Les pyramides, elles, restent fixes, mais leur environnement se transforme, comme si l'histoire autour d'elles était encore en cours d'écriture. Ce contraste entre permanence et mouvement crée une atmosphère particulière. En approchant des pyramides, on a l'impression que le temps lui-même est suspendu. La pierre et le sable dialoguent dans un langage silencieux, où chaque grain porte l'écho d'un monde révolu. Les visiteurs d'aujourd'hui ne voient pas seulement des monuments antiques, mais une scène cosmique, l'éternité dressée au milieu d'un océan de temps en poussière. Peut-être est-ce cela, au fond, que les anciens avaient en compris. Que pour garder un secret à travers les âges, il fallait le confier au sable. Les papyrus brûlent, les métaux rouillent, mais le désert préserve. Il transforme les corps en momies, les objets en témoins. Les bâtisseurs, en choisissant ce lieu, savaient qu'ils confiaient leur œuvre à un gardien incorruptible. Le sable devait protéger ce qui comptait le plus, la trace d'un monde oublié. Mais le sable n'est pas seulement un gardien, il est aussi un juge, car il décide de ce qu'il révèle et parfois il se referme à jamais. Il nous rappelle que tout savoir est provisoire, que toute découverte peut être recouverte demain, effacée comme une écriture sur une ardoise fragile. Les pyramides, elles, résistent. Mais combien de leurs sœurs, combien de monuments inconnus reposent encore, invisibles sous les vagues de poussière? Ainsi, le sable est plus qu'un élément naturel. Il est une métaphore de l'histoire elle-même, toujours en mouvement, toujours incomplète, toujours prête à effacer autant qu'à révéler. Et dans ce rôle, il continue de nourrir l'énigme des pyramides. Car elles ne sont pas seulement construites de pierre, elles sont aussi faites de ce silence mouvant qui les entoure. C'est dans ce silence que s'esquisse la prochaine question. Car si le sable garde la mémoire des choses perdues, que dire des civilisations elles-mêmes, effacées mais encore perceptibles? Derrière les pyramides, il y a peut-être les traces d'autres mondes humains, disparus, mais dont les empreintes persistent à travers les siècles. C'est vers ces civilisations effacées que le voyage doit maintenant se tourner. Il est étrange de songer que l'histoire humaine telle que nous la connaissons ne représente peut-être qu'une fine pellicule sur la surface du temps. Sous nos chronologies officielles, il existe peut-être d'autres couches, d'autres récits, d'autres mondes dont il ne reste presque rien. Les pyramides, dans leur silence, semblent parfois appartenir à cette profondeur invisible, comme si elles étaient les rescapés d'une époque plus ancienne, d'une civilisation effacée, mais dont l'empreinte continue de hanter notre mémoire collective. Les archéologues s'accordent à dire que des civilisations entières ont disparu sans laisser de traces écrites. L'humidité, le feu, les conquêtes, l'érosion ont tout effacé. Il ne reste que des fragments, des outils de pierre, des ossements, quelques ruines. Pourtant, ces fragments suffisent à éveiller une intuition. Il a existé d'autres sociétés capables d'organiser, de bâtir, de penser. Certaines ont peut-être atteint un degré de savoir qui nous surprendrait. Leur disparition a laissé un vide que les monuments isolés, comme les pyramides, semblent combler à leur manière. Lorsque l'on contemple ces masses de pierre, on a parfois l'impression qu'elles ne racontent pas seulement l'Égypte, mais quelque chose de plus vaste. Elles ressemblent à des balises dressées pour traverser non seulement les siècles, mais les civilisations elles-mêmes. Les hommes qui vivaient autour d'elles pouvaient disparaître, les royaumes s'écrouler, mais elles resteraient. Dans ce sens, elles sont peut-être les témoins d'un monde plus ancien que celui que nous connaissons, le vestige d'une humanité effacée. Des mythes à travers le globe parlent d'âges d'or perdus,
de mondes engloutis, de peuples disparus, Platon évoquait l'Atlantide, une civilisation brillante détruite par les eaux. Les traditions mésopotamiennes parlaient d'un déluge qui effaça presque toute trace des hommes. Les légendes amérindiennes racontent aussi la mémoire d'ancêtres venus d'un temps antérieur, porteurs d'un savoir oublié. Derrière ces récits se cache peut-être une vérité. L'histoire humaine n'est pas linéaire, elle est faite de cycles, de renaissance et d'extinction. Les pyramides, elles, appartiennent peut-être à un cycle plus ancien, un cycle dont les autres traces ont été effacées. On retrouve des indices troublants dans divers coins du monde. À Göbekli Tepe, en Turquie, des temples circulaires datés de plus de 10 000 ans avant notre ère ont été découverts, bien plus anciens que les premières villes connues. Ces monuments témoignent d'une société capable de coordination et d'organisation bien avant ce que l'on croyait possible. En Bolivie, à Pumapunku, des blocs taillés avec une précision étonnante gisent comme les vestiges d'un chantier abandonné. Au Japon, au large de Yonaguni, des structures submergées rappellent des escaliers et des terrasses engloutis par la mer il y a des millénaires. Ces sites, isolés et incompris, semblent se former un réseau fantôme de civilisations effacées. Si l'on accepte cette idée, alors les pyramides deviennent l'un des rares témoignages d'un âge oublié. Elles ne seraient pas seulement des tombeaux ou des temples, mais des messages laissés à travers le temps, des empreintes visibles d'un monde invisible. Leur silence serait volontaire, une manière de survivre à l'effacement. Là où les textes disparaissent, où les traditions s'éteignent, la pierre demeure. Il est troublant de constater que ces monuments semblent avoir été conçus pour durer. Leur forme triangulaire, résistante au vent et à l'érosion, leur masse colossale, leur emplacement sur un plateau stable, tout cela contribue à leur pérennité. Comme si les bâtisseurs avaient prévu que les civilisations passeraient, que les langues se perdraient, mais que ces structures résisteraient. Elles seraient les dernières paroles d'un monde condamné à disparaître, des pierres dressées comme des phares dans la nuit de l'histoire. Pourtant, même effacées, ces civilisations continuent de laisser des empreintes subtiles. Dans les mythes, dans les symboles, dans les traditions orales, des fragments persistent. Les Égyptiens parlaient nains de dieux et de compagnons d'Horus venus avant eux. Les Mayas affirmaient que leurs ancêtres recevaient leur savoir d'êtres plus anciens. Les aborigènes d'Australie racontent un temps du rêve où les ancêtres façonnaient le monde. Ces récits, que l'on qualifie souvent de mythologiques, pourraient être les reflets déformés de mémoires très anciennes. Le sable du désert joue ici un rôle essentiel. Il ne conserve pas seulement les pierres, il conserve aussi le mystère. Chaque monument partiellement enseveli, chaque vestige érodé devient une empreinte incomplète, une cicatrice qui laisse deviner ce qui a été. Le désert est un palimpseste. Sous chaque couche, une autre couche se cache. Les civilisations effacées y sont encore présentes, invisibles mais réelles, comme des ombres inscrites dans la matière. L'idée d'une humanité plus ancienne, dont nous ne connaissons presque rien, n'est pas seulement fascinante, elle est aussi inquiétante. Car si des mondes entiers ont disparu, cela signifie que notre propre monde pourrait, un jour, être effacé à son tour. Ce que nous appelons histoire n'est peut-être qu'une parenthèse fragile, destinée à s'effacer comme les autres. Les pyramides, en survivant à tant de cycles, rappellent cette fragilité. Elles disent « Regardez, d'autres avant vous ont disparu, et vous aussi, vous passerez ». Cette idée donne un autre sens à ces monuments. Ils ne sont pas seulement comme des témoignages du passé, mais aussi des avertissements. Ils rappellent que le temps est plus vaste que nous, que la mémoire peut s'effacer, que rien n'est assuré. Les civilisations effacées sont partout, mais leurs empreintes visibles nous invitent à l'humilité. Nous croyons être au sommet de l'histoire, mais nous ne sommes peut-être qu'un épisode parmi d'autres. Lorsque le soleil se couche derrière les pyramides et que leur silhouette s'assombrit, on peut imaginer toutes les civilisations disparues qui ont regardé le même horizon, sans savoir que leur propre mémoire allait s'éteindre. Ce silence des disparus nous entoure, et les pierres en sont les seuls témoins. Mais derrière cette méditation sur l'effacement se cache une autre question, plus subtile. Si ces civilisations ont disparu, quelles traces de leur savoir avons-nous conservées sans même le comprendre ? Peut-être que dans les monuments, dans l'agencement des pierres, dans la manière dont l'eau et la terre dialoguent, un langage secret subsiste. Et c'est ce langage que l'on retrouve dans l'alliance étrange entre la pierre et l'eau, un dialogue oublié que nous allons maintenant explorer. Quand on contemple les pyramides aujourd'hui, elles semblent entièrement minérales. Elles se dressent au milieu du désert, entourées de sable et de roches, baignées par un soleil implacable.
Mais il n'en fut pas toujours ainsi. Dans l'Antiquité, le paysage de Gizeh était peut-être bien différent. Le Nil coulait plus près du plateau, des canaux artificiels desservaient l'entend les chantiers, et l'eau jouait un rôle que nous avons presque oublié. Les pyramides, on souhaitait que nous associons au sec et à l'immobile, pourraient avoir été intimement liées à l'eau, dans leur construction comme dans leur symbolisme. Les Égyptiens eux-mêmes voyaient créer dans l'eau une frontière entre la vie et la mort, entre l'ordre et le chaos. Le fleuve était le don des dieux, mais aussi une menace. Il fertilisait les terres en crue, mais pouvait tout détruire s'il débordait trop ou trop peu. Les textes anciens décrivent le Nil comme un miroir du ciel, une veine de l'univers. Construire les pyramides près de son cours, c'était inscrire le monument dans cette tension entre stabilité et mouvement. La pierre immuable rencontrait l'eau, fluide et changeante. L'une défiait le temps, l'autre incarnait le flux éternel. Ensemble, elles composaient une alliance qui dépasse la simple utilité. Des chercheurs ont suggéré que l'eau servait à transporter les blocs de pierre. Les carrières se trouvaient parfois à des centaines de kilomètres. Des barques de bois glissaient hontelaient sur le fleuve, puis sur des canaux aménagés. Des études récentes en montrent même que des bassins auraient pu être construits au pied du plateau de Gizeh pour réceptionner ces cargaisons. Les pyramides ne seraient donc pas seulement posées sur le désert, elles seraient nées d'un dialogue constant avec l'eau qui accompagnait chaque étape de leur édification. Mais l'eau ne servait pas qu'à la technique, elle était aussi un symbole puissant. Dans les textes funéraires, les défunts devaient aller traverser des étendues d'eau pour atteindre l'au-delà. Le pharaon, en particulier, devait naviguer vers les étoiles, son âme embarquée sur la barque solaire de Ré. Les pyramides s'étaient orientées vers le ciel, jouaient ainsi ce rôle de port spatial, mais l'eau en contrebas figurait la traversée. Le Nil et les canaux devenaient ainsi des représentations terrestres des rivières célestes. Certains chercheurs vont plus loin, ils imaginent que l'intérieur même des pyramides aurait pu utiliser l'eau d'une manière encore mystérieuse. Des théories spéculatives évoquent des chambres conçues pour résonner avec le flux de l'eau, produisant des sons, des vibrations, des énergies que nous ne comprenons plus. Même si ces hypothèses restent controversées, elles traduisent un fait essentiel. Les pyramides ne sont pas que de la pierre. Elles interagissent avec leur environnement, et cet environnement incluait l'eau comme un élément vital. Le mariage de la pierre et de l'eau n'est pas propre à l'Égypte. À travers le monde, d'anciens monuments révèlent qu'il y a la même relation. À Angkor, les temples khmers étaient entourés de bassins et de douves, reflétant leur image dans des miroirs d'eau. À Teotihuacan, des canaux traversaient la tête qui exploiterait la cité sacrée, associant l'architecture monumentale à des flux aquatiques. En Grèce, les sanctuaires et l'eau étaient tournantes, souvent bâtis près de sources sacrées où l'eau servait au rituel. Partout, l'humanité ancienne semble avoir compris que la permanence de la pierre devait dialoguer avec la fluidité de l'eau. En Égypte, ce dialogue prend une dimension particulière. Le désert est un monde de sécheresse. L'eau y devient précieuse, rare, sacrée. Que les pyramides soient placées sur une ligne où elles pouvaient être accessibles depuis le fleuve n'est pas anodin. C'est comme si elles étaient imposées à la limite de deux mondes, le désert, royaume des morts, et la vallée, royaume des vivants. La pierre figée représentait l'éternité, tandis que l'eau représentait le cycle perpétuel de la vie. Entre les deux, les pyramides étaient hantées des passerelles. Il est possible aussi que l'eau ait servi à des cérémonies rituelles. Des processions auraient accompagné le pharaon défunt sur des barques, glissant depuis le Nil jusqu'au temple funéraire. L'eau devenait alors la scène d'un passage sacré où le corps du roi traversait symboliquement la frontière vers l'éternité. Les bassins au pied des pyramides auraient pu accueillir ces rituels, comme des miroirs terrestres de la traversée céleste. Aujourd'hui, nous voyons les pyramides comme isolées, mais leur relation au Nil a sans doute façonné leur sens. Sans l'eau, elles ne sont que des montagnes de pierre. Avec l'eau, elles deviennent des points d'équilibre entre deux éléments, des nœuds dans un réseau qui relie ciel, terre et fleuve. Elles ne sont pas des constructions isolées, mais des parties d'un tout, où chaque détail, orientation, emplacement, symbolique, s'inscrit dans une vision globale. Il est frappant de constater que, dans de nombreuses traditions, l'eau et la pierre apparaissent ensemble comme symboles de la mémoire. La pierre fixe, l'eau efface et recommence. La pierre inscrit, l'eau transmet. En les unissant, les anciens créaient une mémoire durable mais vivante. Les pyramides, dans ce sens, ne sont pas seulement des tombeaux, elles sont des archives du temps, des livres écrits en pierre et en eau.
Cette alliance oubliée nous invite à revoir notre perception du site de Gizeh. Ce que nous voyons n'est qu'un fragment du tableau originel. Nous contemplons la permanence, mais nous avons perdu la fluidité. Le Nil s'est éloigné, les canaux se sont comblés, les bassins se sont asséchés. Il ne reste que la pierre. Mais si l'on pouvait restaurer cette image, si l'on pouvait faire couler à nouveau l'eau au pied des pyramides, peut-être comprendrions-nous mieux le langage qu'elle tentait de transmettre. Car au fond, l'alliance de la pierre et de l'eau n'était pas seulement architecturale ou religieuse. Elle portait une leçon universelle. L'éternité n'existe que si elle dialogue avec le mouvement. Les solides et le fluide sont indissociables. Les bâtisseurs, en plaçant leurs monuments au bord du fleuve, disaient peut-être que l'homme doit se souvenir tout en acceptant l'écoulement du temps, que la mémoire doit être immuable comme la pierre, mais aussi souple comme l'eau. À la lumière de cette idée, les pyramides deviennent des symboles plus riches encore. Elles ne disent pas seulement « nous sommes éternels », elles disent aussi « l'éternité a besoin du mouvement ». Sans l'eau, elles ne seraient en ça que masse morte. Avec l'eau, elles deviennent des ponts entre la fixité et le changement. Et c'est en suivant cette réflexion que nous sommes conduits vers un autre mystère. Car si l'eau a été une alliée, elle a aussi été une force destructrice. Les mythes du monde entier parlent de déluge, de continents engloutis, de savoirs noyés sous les vagues. Après la pierre et l'eau vient le souvenir d'Atlantide et des continents disparus. Là encore, les pyramides semblent résonner avec un récit plus vaste que celui de l'Égypte seule. Depuis l'aube des temps, l'humanité porte en elle le souvenir d'eau déchaînée. Des récits de déluge existent sur tous les continents, depuis la Bible et l'épopée de Gilgamesh jusqu'aux légendes amérindiennes et aux traditions asiatiques. Tous parlent d'un monde englouti, d'une civilisation détruite par les flots, d'un savoir perdu sous l'océan. Parmi ces récits, celui de l'Atlantide demeure le plus célèbre. Platon, dans ses dialogues, évoque cette île fabuleuse, siège d'une civilisation avancée, qui aurait disparu en une seule nuit, engloutie par la mer. Pour certains, ce n'était qu'un mythe philosophique, une parabole inventée. Mais pour d'autres, c'est le souvenir d'un monde réel, dont les pyramides pourraient être les héritières silencieuses. Ce qui trouble, c'est la récurrence des récits. Comment expliquer que des cultures séparées par des milliers de kilomètres racontent la même chose ? Une inondation cataclysmique, une destruction soudaine, un savoir ancien effacé. Peut-être ces récits reflètent-ils un événement réel, comme la fin brutale de la dernière ère glaciaire, lorsque les océans montèrent et engloutirent des terres entières. Les côtes que nous connaissons aujourd'hui ne sont pas celles d'il y a 12 000 ans. D'immenses territoires, aujourd'hui submergés, abritaient alors des peuples, des villages, peut-être même des cités. Ces mondes noyés sont devenus les fantômes de notre mémoire collective. Certains chercheurs ont fait le lien entre ces disparitions et l'émergence soudaine de grandes civilisations historiques, comme si des survivants d'un monde englouti avaient transmis leur savoir à de nouveaux peuples. L'Égypte, la Mésopotamie, les Andes, l'Indus, toutes ces cultures semblent apparaître soudainement, avec des connaissances étonnamment avancées pour leur époque. Les pyramides, dans ce contexte, pourraient être les traces visibles d'un héritage plus ancien, venu d'un continent oublié. Le parallèle avec l'Atlantide est troublant. Platon décrivait une cité circulaire, organisée, dotée de richesses et de savoirs immenses. Certains ont vu dans cette description une fiction, mais d'autres y lisent le souvenir déformé d'un monde englouti. De nos jours, les recherches sous-marines révèlent peu à peu des structures étranges. À Yonaguni, au Japon, des escaliers et des terrasses entrées sous l'eau, au large de l'Inde, près de Dwarka, des ruines immergées dans la mer Méditerranée, dont des vestiges de cités côtières disparues. Ces découvertes rappellent que l'océan cache peut-être des chapitres entiers de l'histoire humaine. Imaginons un instant que les pyramides ne soient pas seulement égyptiennes, mais les échos d'un savoir venu d'ailleurs. Les survivants d'un continent noyé auraient pu apporter avec eux des connaissances astronomiques, architecturales, spirituelles, qu'ils auraient transmises au peuple de la vallée du Nil. Les Égyptiens auraient ensuite intégré ce savoir dans leur propre culture, l'habillant de leurs dieux et de leurs symboles. Dans cette hypothèse, les pyramides seraient les héritières silencieuses d'Atlantide, les pierres dressées pour maintenir vivant un souvenir englouti. Le lien entre l'eau et la mémoire est puissant. Les mythes parlent d'un monde perdu, mais les monuments parlent d'un monde préservé. Là où les vagues effacent, la pierre se dresse. Les pyramides, solides, immuables, résistent au flux qui emporte tout.
Elles deviennent ainsi le contrepoint terrestre de l'océan destructeur. Elles disent « Même si tout est noyé, même si tout disparaît, quelque chose demeure ». Peut-être est-ce leur rôle véritable, maintenir au cœur du désert l'écho d'un monde que la mer a avalé. Mais ce rôle soulève une autre question. Pourquoi conserver ce souvenir? Si une civilisation a disparu sous les eaux, quel était le message qu'elle voulait transmettre? Était-ce un avertissement, une mémoire sacrée, une trace laissée pour que les générations futures se rappellent de leur fragilité? Les mythes de déluge, lus à travers cette hypothèse, ne sont plus seulement des histoires religieuses, ils deviennent des mémoires codées, des avertissements conservés sous forme de récits. Les Égyptiens, en reliant leurs monuments au Nil et aux étoiles, semblent avoir voulu ancrer ce souvenir dans l'ordre universel. La crue annuelle du fleuve rappelait sans cesse le danger et la bénédiction de l'eau. La stabilité de la pierre, en contraste, incarnait la permanence. Ensemble, elles inscrivaient dans le paysage une leçon héritée, la mémoire d'un monde englouti et la nécessité de garder une trace. Dans d'autres cultures, tant la même logique apparaît, les Mayas parlaient bien de peuples détruits par des inondations. Les peuples du Pacifique racontent d'instants des îles disparues coulées sous les flots. Les traditions scandinaves évoquent un déluge glacé, suivi d'une renaissance. Ces récits dispersés se rejoignent dans un point commun, la conscience d'une fragilité originelle. L'eau qui nourrit peut aussi tout effacer. La civilisation qui s'élève peut aussi sombrer. Les pyramides, au milieu du désert, paraissent être la réponse de l'Égypte à cette vérité universelle, ériger ce que l'eau ne peut engloutir. Pourtant, même les pyramides ne sont pas éternelles. Le sable les ronge, le temps les use, et peut-être qu'un jour, elles aussi disparaîtront. Mais tant qu'elles demeurent, elles portent ce souvenir d'un monde perdu. Elles sont comme des phares, non pas sur une mer visible, mais sur une mer de mémoire. Elles rappellent que l'humanité a déjà traversé des nuits profondes, qu'elle a déjà tout perdu, mais qu'elle a aussi su laisser des traces pour renaître. Il est possible que nous ne découvrions jamais Atlantide. Peut-être n'était-ce qu'un mythe, mais même si ce n'était qu'une légende, elle dit quelque chose de vrai. L'humanité porte en elle la mémoire d'avoir été brisée et d'avoir dû recommencer. Les pyramides, par leur présence silencieuse, semblent confirmer ce récit. Elles sont les témoins que tout peut disparaître, mais que quelque chose peut aussi traverser l'oubli. Ainsi, à travers leur masse minérale, les pyramides ne racontent non pas seulement l'Égypte, elles racontent un monde plus vaste, un monde englouti, un monde dont nous ne voyons que les échos. Elles sont comme une voix qui dit « N'oubliez pas ce qui a été perdu, n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes fragile. » Et dans cette méditation sur l'eau et l'oubli surgit une autre énigme, car les pyramides ne sont pas uniques. D'autres architectures impossibles, dans des coins éloignés de la planète, posent donc la même question. Comment expliquer que des peuples séparés aient construit des monuments si semblables, comme s'ils répondaient à une mémoire commune? C'est vers ces architectures impossibles, disséminées à travers le monde, que nous devons maintenant tourner le regard. Les pyramides d'Égypte semblent uniques, isolées dans leur désert doré. Pourtant, lorsqu'on élargit le regard, elles s'inscrivent dans une constellation plus vaste, celle des architectures impossibles disséminées sur la planète. De l'Amérique du Sud à l'Asie, de l'Europe aux îles du Pacifique, d'autres pierres colossales défient la logique et posent la même question que Gizeh. Comment des peuples anciens, censés ne disposer que d'outils rudimentaires, ont-ils pu accomplir de telles prouesses? Ce motif universel nourrit l'intuition troublante d'un héritage partagé, d'une mémoire commune, comme si l'humanité portait en elle le souvenir d'un savoir disparu. Au Pérou, à Sacsayhuaman, s'élèvent des murailles cyclopéennes. Les blocs, certains aussi grands que des bus modernes, s'emboîtonnent les uns dans les autres avec une précision telle qu'on ne peut pas glisser une lame entre eux. Aucun mortier ne les relie, et pourtant ils tiennent depuis des siècles, résistant aux séismes qui secouent la région. Les Incas affirmaient eux-mêmes qu'ils n'étaient pas les auteurs de ces murailles, mais qu'elles existaient déjà, héritées d'un peuple plus ancien. Là encore, des bâtisseurs invisibles, dont les traces se perdent dans la nuit des temps. En Bolivie, à Pumapunku, gisent des blocs de pierre taillés avec une précision géométrique presque industrielle. Des angles droits parfaits, des formes en H qui s'alignent comme les pièces d'un puzzle. Leur taille et leur poids défient dans la logique d'outils, en cuivre. Les chercheurs s'interrogent encore, comment ces blocs ont-ils été façonnés, transportés, assemblés? Aucun récit n'explique leur origine, aucun outil correspondant n'a été retrouvé. Ce lieu, comme Gizeh, semble appartenir à une époque effacée. Au Liban, à Baalbek, repose un autre mystère. Le Triliton,
3 blocs colossaux pesant chacun près de 1000 tonnes. Leur taille est telle que même nos machines modernes auraient du mal à les déplacer. Et pourtant, ils sont là, ajustés dans une plateforme antique. Autour d'eux, des légendes se sont multipliées, évoquant des géants ou des dieux. Comme si la seule réponse possible à cette prouesse était d'en attribuer l'œuvre à un monde surhumain. En Asie, d'autres énigmes surgissent. À Java, Borobudur s'élève comme une montagne artificielle sculptée en mandala géant, où la pierre raconte un cosmos entier. En Inde, les temples d'Ellora sont taillés directement dans la roche, extraits d'un seul bloc de montagne. Comment, sans machine, tailler avec une telle précision, creuser des sanctuaires entiers sans laisser de traces intermédiaires? Ces architectures semblent impossibles, et pourtant elles existent, silencieuses, défiant le temps. Dans l'océan Pacifique, les statues de l'île de Pâques, les Moai, ajoutent un autre mystère. Massives, taillées dans le tuf volcanique, elles furent transportées sur plusieurs kilomètres sans que nous sachions exactement comment. Leurs visages immobiles veillent encore sur l'île, comme les pyramides veillent en tot éveil sur le désert. Là aussi, le silence des bâtisseurs se confond avec celui des pierres. Ce qui frappe, c'est la répétition. Partout, des monuments démesurés, inadaptés aux moyens supposés des peuples qui les ont laissés. Partout, des bâtisseurs qui disparaissent, laissant derrière eux des œuvres que les générations suivantes ne comprennent pas toujours. Partout, des alignements mystérieux avec les astres, des correspondances avec les cycles du ciel, comme si ces monuments n'étaient pas seulement terrestres mais cosmiques. Il est possible de voir dans ces architectures la preuve d'une humanité plus ancienne et plus connectée qu'on ne l'imagine. Peut-être qu'avant nos civilisations connues, des peuples dispersés partageaient une même vision du monde, une même connaissance. Peut-être échangeaient-ils des idées, des techniques dansant, des mythes. Peut-être surtout cherchaient-ils à inscrire dans la pierre un langage universel, car ces architectures, si éloignées les unes des autres, parlent toutes la même langue, celle du silence monumental. Mais il est aussi possible de lire ces énigmes autrement. Peut-être que l'humanité a toujours eu en elle cette pulsion de bâtir l'impossible. Que chaque culture, en observant le ciel et en se confrontant à l'immensité du monde, a ressenti le besoin de dresser des pierres pour défier le temps. Dans ce cas, les similitudes ne viendraient pas d'un héritage commun, mais d'une intuition universelle. L'homme, partout, a voulu graver sa présence dans l'éternité. Quoi qu'il en soit, ces architectures impossibles dérangent. Elles résistent aux explications simples, elles échappent aux chronologies linéaires. Elles sont comme des cicatrices sur la surface du monde, rappelant que nous ne comprenons pas tout. Les pyramides d'Égypte ne sont donc pas un cas isolé, mais une partie d'un motif global, un réseau d'énigmes reliant les continents. Ce réseau nourrit une autre question. Pourquoi ce silence des bâtisseurs? Pourquoi si peu de récits, si peu d'explications? Pourquoi avoir laissé les pierres parler seules? Peut-être que la réponse est dans le message même. Les monuments ne sont pas là pour expliquer, mais pour faire ressentir. Ils ne sont pas des livres, mais des expériences. Ils ne livrent pas un savoir, ils obligent à contempler le mystère. En cela, ces architectures impossibles ne sont pas des erreurs de l'histoire, mais des rappels. Elles disent mais que nous ne sommes pas les premiers à nous interroger sur l'univers. Elles disent donc que d'autres, avant nous, ont cherché à inscrire l'éternité dans la matière. Elles disent donc enfin que notre mémoire est incomplète, que des mondes entiers nous échappent. Quand on observe ce réseau mondial, on ne peut s'empêcher de sentir un frisson. Ce n'est plus seulement l'Égypte, mais la planète entière qui semble porter les traces d'un passé effacé, un passé qui nous regarde encore à travers les pierres dressées, un passé qui persiste malgré le silence des siècles. Et dans ce vertige surgit une autre interrogation. Que fait la science de ces mystères? Que disent les savants face à ces énigmes que l'imaginaire nourrit et que les preuves fragmentaires ne suffisent pas à expliquer? Entre prudence académique et fascination populaire, une tension persiste. C'est vers cette hésitation de la science et vers la persistance de l'imaginaire que nous allons maintenant tourner notre regard. Depuis 2 siècles, les savants fouillent, mesurent, comparent, cataloguent. Ils examinent les blocs, étudient les carrières, reconstituent les rampes hypothétiques. Ils publient des théories, corrigent des erreurs, tentent d'expliquer l'inexplicable. Pourtant, malgré leurs efforts, un malaise demeure. Les pyramides gardent en leur mystère. La science avance, mais elle ne ferme pas les portes du doute. Elle réduit certaines énigmes, mais en laisse d'autres béantes. Et dans ces fissures, l'imaginaire s'installe, persiste, grandit.
Les archéologues affirment que des équipes d'ouvriers organisées, nourries et encadrées par l'État pharaonique ont construit les pyramides avec des outils simples et une patience inhumaine. Des fragments de villages ouvriers ont été retrouvés, des hiéroglyphes indiquant des équipes de travailleurs portant des noms évocateurs. Tout cela dessine une image plus concrète, plus humaine. Mais cette image n'apaise pas entièrement le vertige, car si les hommes ordinaires ont construit ces monuments, pourquoi les preuves directes manquent-elles? Où sont les rampes monumentales? Où sont les récits qu'on a détaillés? Où sont les traces des immenses infrastructures nécessaires à un chantier aussi titanesque? La science répond par des hypothèses, mais rarement par des certitudes. Dans ce vide de certitude, l'imaginaire trouve son terrain. Des voyageurs du XIXe siècle parlaient déjà d'Atlantide, d'extraterrestres, de civilisations perdues. Aujourd'hui encore, ces théories foisonnent, alimentées par le silence des pierres. Chaque détail inexpliqué devient une porte ouverte à l'interprétation. Les blocs trop grands, les alignements trop précis, les légendes trop anciennes, tout semble indiquer un surplus de mystère que la science n'épuise pas. Ce qui est fascinant, c'est que la science elle-même n'efface pas l'imaginaire. Elle le nourrit, malgré elle. Chaque fouille apporte des fragments qui, loin de fermer le débat, l'élargissent. On découvre un canal ancien. Certains y voient un simple dispositif pratique, d'autres la preuve d'un savoir hydraulique avancé. On retrouve des outils rudimentaires. Pour les uns, c'est une explication suffisante. Pour les autres, c'est un signe que le véritable secret est ailleurs. Ainsi, chaque découverte scientifique devient aussi une matière pour l'imagination. Peut-être faut-il accepter que la science et l'imaginaire ne s'opposeront pas vraiment. La science cherche à comprendre, l'imaginaire cherche à donner du sens. Là où la science hésite, l'imagination invente. Là où la science constate, l'imagination interprète. Les pyramides, de par leur immensité et leur silence, invitent à ce double mouvement. Elles réclament la rigueur des mesures, mais elles appellent aussi la poésie des mythes. Elles obligent à penser avec deux langages à la fois. Il est intéressant de constater que les anciens eux-mêmes vivaient dans cette union. Pour eux, il n'y avait pas de frontière entre science et imaginaire. Observer les étoiles, c'était faire de l'astronomie et du sacré en même temps. Construire selon l'axe du soleil, c'était technique et rituel à la fois. Le monde n'était pas divisé en disciplines, il était un tout, où la pierre, l'eau, le ciel et les dieux coexistant dans une même logique. Ce que nous appelons aujourd'hui imaginaire était alors une manière de vivre la réalité. La science moderne, en cherchant à séparer, a parfois perdu cette unité. Elle explique, mais elle assèche. Elle réduit le mystère, mais elle enlève la profondeur. Pourtant, face aux pyramides, même la science retrouve une humilité. Elle reconnaît ses limites. Les explications existent, mais elles ne dissolvent pas le vertige. Et ce vertige, c'est précisément ce qui rapproche savants et rêveurs, car tous en réalité se tiennent devant les pierres avec la même question. Pourquoi ? Ce pourquoi ne trouve pas de réponse définitive. Pour certains, c'est une question pratique. Pourquoi bâtir si grand ? Pourquoi mobiliser autant d'énergie ? Pour d'autres, c'est une question spirituelle. Pourquoi vouloir défier le temps ? Pourquoi chercher à rejoindre les étoiles ? Ce flou nourrit l'étrange persistance de l'imaginaire. Car tant que le pourquoi demeure ouvert, l'esprit humain inventera des récits pour le combler. Il faut alors voir les pyramides comme des catalyseurs. Elles attirent derrière la science et l'imaginaire, les forcent à dialoguer, à s'affronter, à se compléter. Sans elles, nous n'aurions peut-être pas ce besoin de penser au-delà du visible. Mais avec elles, nous sommes condamnés à chercher toujours plus loin, à inventer toujours davantage. Ce qui dérange certains scientifiques, c'est que l'imaginaire ne meurt jamais. Même quand on croit avoir expliqué, le doute persiste, et ce doute nourrit encore les mythes. On peut démontrer que des hommes ont taillé les blocs, mais le rêve de bâtisseur venu d'ailleurs persiste. On peut prouver que les rampes étaient possibles, mais l'image d'une technologie oubliée demeure. Comme si les pyramides elles-mêmes entretenaient involontairement cette hésitation. Comme si leur but n'était pas d'être comprises, mais de rester à moitié dans l'ombre. C'est peut-être là leur véritable pouvoir. Elles ne sont pas seulement des monuments, elles sont des miroirs. Elles reflètent notre soif de comprendre, notre peur de l'ignorance, notre besoin de mythes. Elles ne disent pas ce qu'elles sont, elles nous obligent à révéler ce que nous sommes. Devant elles, nous oscillons entre raison et rêve, entre calcul et poésie. Et c'est dans cette oscillation que réside leur mystère. À la tombée de la nuit, quand les pyramides s'assombrissent et que les étoiles apparaissent,
la science se tait et l'imaginaire reprend ses droits. Le désert devient une scène où le savoir et le mythe se superposent. C'est peut-être cela la leçon ultime. Il n'y a pas de vérité unique, mais un dialogue sans fin entre ce que nous savons et ce que nous rêvons. Et dans ce dialogue, un autre mystère se dessine. Car au-delà de la science hésitante et de l'imaginaire persistant, il reste une question intérieure. Que représentent ces pierres pour nous-mêmes? Sont-elles seulement un héritage extérieur ou bien un miroir de quelque chose qui vit en nous? C'est cette idée d'une pyramide intérieure, d'un héritage invisible, que le prochain chapitre viendra explorer. Lorsque l'on contemple les pyramides, on pense d'abord à l'extérieur, aux blocs massifs, aux arêtes géométriques, à la silhouette qui domine le désert. Pourtant, peut-être leur secret ne réside-t-il pas seulement dans leur construction, mais dans ce qu'elles éveillent en nous. Car depuis des millénaires, elles ne cessent d'agir comme des miroirs intérieurs. Chaque génération, chaque voyageur, chaque chercheur y projette ses rêves, ses peurs, ses questions. Peut-être que la pyramide véritable n'est pas seulement de pierre, elle est en nous, héritage invisible que nous portons sans le savoir. Il est troublant de constater que partout dans le monde, l'image de la pyramide surgit. Dans les montagnes sacrées, dans les temples en gradins, dans les mythes où le sommet relie la terre et le ciel, ce motif universel revient sans cesse. Il représente une ascension, un passage, un chemin vers l'invisible. Les Égyptiens ont donné à cette forme une puissance inégalée, mais le symbole lui-même semble appartenir à l'humanité entière, comme si la pyramide était une figure archétypale, gravée dans l'esprit humain depuis l'aube des temps. À l'intérieur des pyramides de Gizeh, des couloirs étroits mènent à des chambres mystérieuses. Certaines semblent vides, d'autres inachevées. Elles intriguent parce qu'elles ne livrent pas de fonction claire. Étaient-ce des tombeaux, des sanctuaires initiatiques, des observatoires symboliques? Nous n'en savons rien. Mais ce qui frappe, c'est l'expérience que ces espaces provoquent. On s'y sent enfermé, aspiré vers le haut ou plongé dans la profondeur. Ces couloirs sombres ressemblent à une descente en soi-même, comme si pénétrer la pyramide signifiait aussi pénétrer dans sa propre mémoire. Cette idée n'est pas nouvelle. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la pyramide est une métaphore de l'être. Sa base large représente le corps, le monde matériel, le poids de la vie quotidienne. Son sommet effilé représente l'esprit, la lumière, l'ouverture vers le ciel. Entre les deux, un chemin invisible relie la matière et l'âme. Monter la pyramide, extérieure ou intérieure, c'est franchir les étapes de la transformation. C'est s'arracher au chaos du sol pour atteindre la clarté du sommet. Ainsi, les pyramides de pierre deviennent peut-être le reflet d'un processus intérieur. Elles ne sont pas seulement des monuments, elles sont des modèles. Elles montrent à l'homme ce qu'il peut être, ce qu'il doit chercher en lui-même. Élever une pyramide de pierre était peut-être une manière d'enseigner qu'il faut aussi élever sa pyramide intérieure, construire sa vie comme une ascension, ordonner son existence comme une géométrie secrète. Cette lecture symbolique explique peut-être pourquoi les pyramides continuent de nous fasciner. Même si nous ignorons comment elles furent construites, elles nous parlent en un langage que nous comprenons sans le savoir. Elles disent que la vie est un passage, que le temps est une ascension, que l'homme porte en lui le désir d'éternité. Elles réveillant des intuitions profondes, enfouies dans l'inconscient collectif. L'héritage des pyramides n'est donc pas seulement historique, il est aussi intérieur. Elle nous rappelle que nous portons en nous une part de mystère, une part d'inconnu qui ne se réduit pas aux certitudes de la science. Elles nous obligent à accepter que nous ne savons pas tout et que c'est précisément dans cet espace d'ignorance que réside notre humanité. Il est possible que ce soit cela leur rôle véritable. Non pas livrer un savoir, mais garder vivant le questionnement. Les pierres ne donnent pas de réponse, elles suscitent des silences. Elles ne disent pas « voici la vérité », mais plutôt « regarde en toi, cherche ton propre sommet ». C'est pourquoi elles fascinent encore aujourd'hui, alors que tant d'autres monuments anciens sont devenus de simples vestiges. Les pyramides ne sont pas seulement des ruines, elles sont des énigmes vivantes, des miroirs du mystère humain. Dans la nuit, lorsqu'on les observe sous le ciel étoilé, elles semblent plus intérieures qu'extérieures. Leur silhouette se confond avec les constellations et l'on a l'impression que le désert tout entier devient un espace mental. Les pierres se dissolvent et il reste l'idée de la pyramide, sa forme pure, inscrite dans notre imagination. C'est peut-être cette image, plus encore que la matière, qui a traversé les millénaires. Les civilisations passent, mais l'archétype demeure. Les Égyptiens les ont érigés, mais nous continuons à les rêver.
Nous les avons faites entrer dans nos livres, dans nos films, dans nos symboles. Elles inspirent des poètes, des mystiques, des scientifiques. Elles ont cessé d'appartenir à un seul peuple. Elles appartiennent désormais à l'humanité entière. Et en cela, elles sont un héritage universel, autant intérieur qu'extérieur. Mais cet héritage est aussi un mystère. Car en cherchant la pyramide intérieure, on se heurte à la même limite que pour la pyramide de pierre. Il n'y a pas de mode d'emploi, pas de récit explicatif, pas de plan clair. L'ascension est personnelle, silencieuse, unique. Comme les chambres vides de Gizeh, elle laisse place à l'interprétation. Elle invite chacun à trouver son chemin, à écouter son propre silence. C'est peut-être là la dernière leçon des pyramides. Elles ne sont pas seulement des monuments du passé, mais des guides pour le présent. Elles disent que chaque homme est une construction en cours, une énigme vivante, un mélange de pierre et de vide, de mémoire et d'oubli. Elles rappellent que l'éternité n'est pas seulement une question de durée, mais une qualité intérieure. Ainsi, au terme de ce voyage, une conclusion s'impose. Les pyramides ne seront jamais entièrement expliquées. Ni la science ni les mythes ne les épuiseront, et c'est peut-être mieux ainsi. Car leur pouvoir réside précisément dans cette incomplétude. Elles nous rappellent que l'inconnu fait partie de nous, qu'il nous nourrit, qu'il nous guide. Elles nous disent que le mystère naissant n'est pas un obstacle, mais un héritage. Devant elles, dans le silence du désert, nous comprenons que les pyramides ne sont pas seulement là pour nous montrer ce que les anciens ont fait. Elles sont là pour nous rappeler ce que nous devons chercher. Une pyramide intérieure, un sommet invisible, un dialogue entre l'ombre et la lumière. Héritage ou mystère, elles sont les deux à la fois, et c'est cela qui les rend éternelles.